Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler du SMSL SA300, cet ampli numérique de la marque SMSL, ampli numérique qui est, je pense, en 2020, le meilleur petit ampli numérique bon marché que vous pourrez trouver sur le marché. Il a quelques défauts, je vais vous les lister, mais il a énormément de qualité, et sa principale qualité c'est le son, et ça, il le doit très probablement au petit sticker iRes qui est collé dessus. Blague à part, évidemment, le petit sticker, vous pouvez l'enlever si vous n'aimez pas. Je pense que cet ampli est un tueur en termes de qualité sonore, et il le doit essentiellement à l'électronique qui a été mis dedans. Même si SMSL a été radin sur certains points, il ne se moque pas de vous en termes d'écoute audiophile, et je vais essayer de vous le montrer en vidéo. Alors évidemment, ça reste une vidéo, donc je ne pourrai pas vous faire partager la qualité d'écoute que j'ai chez moi, mais j'essaierai en tout cas de vous expliquer pourquoi je le trouve si bon, et surtout pourquoi il a rendu mon AD18, qui était mon précédent ampli numérique, celui que j'ai acheté l'année dernière, il l'a rendu caduc, même si sur beaucoup de points il y a des régressions parce que ce sont pas deux amplis qui sont comparables, je perds des fonctionnalités, il a une telle qualité sonore que mon AD18 pour le moment ne va pas reprendre sa place ici sur mon bureau, en tout cas à cet emplacement-là. Pour vous donner un descriptif de comment j'écoute de la musique chez moi, alors j'ai deux installations chez moi, j'ai l'installation qui est dans mon bureau, qui est plus hi-fi on va dire, et puis au rez-de-chaussée j'ai dans mon séjour une installation qui est plus orientée home cinéma, pour regarder des films, etc. Mais j'écoute aussi de la musique dessus. Au niveau des enceintes, j'ai ces deux Klipsch RP150M qui sont en finition merisier. Donc évidemment, ce sont des enceintes stéréo, j'en ai une de chaque côté. Ce sont des enceintes avec des haut-parleurs de 150 mm qui sont, je trouve, extrêmement qualitatives, en tout cas pour le budget que j'ai pu mettre dedans. Ce sont de très bonnes enceintes. Il faut aimer évidemment le son Klipsch, mais de bonnes enceintes. J'ai ici ma platine, mon Rasp Touch, alors que j'ai toujours en prêt, d'ailleurs faut que je recontacte Duphonics parce qu'à un moment donné il va falloir que je leur renvoie. J'ai toujours cette platine Rasp Touch qui me permet d'avoir une sortie analogique de très haute qualité et numérique en USB. Et j'ai donc cet ampli SMSL SA300 qui a remplacé mon SMSL AD18. Voilà comment j'écoute de la musique, et principalement donc j'utilise mon PC ici, donc soit connecté en USB, soit en sortie optique quand j'avais mon AD18, et dessus j'écoute du FLAC et des DSD, mais il m'arrive aussi d'écouter du MP3 ou des musiques sur YouTube, donc toute variété, je dirais, de qualité sonore passe à travers ces deux amplis. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous déballer cet MSL SA300, vous expliquer à quoi il ressemble, comment il s'installe, etc. Et dans un deuxième temps, on fera une comparaison avec le AD18, même si c'est pas vraiment deux amplis qu'on peut comparer. En tout cas, ils ont pas la même vocation. Et puis surtout, je vais vous dire ce que je pense de cet SMSL SA300, qui est clairement un killer pour moi, pour le prix auquel il est vendu. Vous tapez dans de la hi-fi, voire de la hi-fi++, c'est un ampli qui est extrêmement qualitatif. Et je pense que plutôt que mettre l'autocollant iRes dessus, ils auraient dû s'approcher de THX pour pour avoir une certification THX, parce que je pense que cet ampli est suffisamment qualitatif pour avoir des certifications très haut de gamme du genre THX. En tout cas, le SMSL SA300, c'est un DAC USB iRes, c'est ce que dit ici le petit logo, de chez SMSL, donc la société chinoise SMSL. SMSL, vous les connaissez puisque je vous ai testé, alors l'année dernière je crois, le SMSL AD18, qui est mon ampli maintenant que j'utilise au quotidien avec mon ordinateur, donc qui me permet d'amplifier mes enceintes Klipsch que j'ai là. Comment j'en suis arrivé à tester ce SMSL SA300 ? Je vous le dois à vous qui regardez les vidéos, déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour ça, et donc ça intéresse des marques, et donc quand je les sollicite, elles ont moins tendance à ne pas me répondre ou à me dire non, et aussi parce que vous m'avez posé des questions, alors une personne en particulier m'a posé des questions très précises sur le SA300, ce qui m'a donné envie de m'intéresser plus à ce produit-là. Je l'avais vu, j'avais vu l'annonce, etc., mais il est disponible nulle part, enfin il est disponible, il est achetable partout, mais testé quasiment nulle part, c'est-à-dire même la chaîne Z Reviews, donc avec Zios, je ne sais pas comment il s'appelle précisément, en tout cas la personne qui présente tous ces produits-là, une chaîne américaine, ne l'a pas encore testé. Il y a très peu de tests dans le monde de ce produit-là, et je trouvais ça intéressant donc du coup de pouvoir le tester, de pouvoir vous le présenter. Ce produit, je ne l'ai pas payé, c'est SMSL qui me l'a envoyé justement pour que je puisse le tester et en parler, qu'il y ait du contenu qui existe sur cet ampli-là. J'ai aucune autre contrainte, j'en dis ce que j'en veux, et je pense que si vous regardez mes vidéos, vous savez que même quand un produit m'est offert, je n'hésite pas à dire ce que j'en pense. Pour resituer le contexte de ce DAC USB, etc., il faut que je vous explique des petits trucs, mais pour les gens qui sont au fait de tout ce qui est ampli, etc., ça va être un petit peu long, un petit peu pénible, donc regardez en description, vous avez de toute façon les timecodes complets avec les sujets que j'aborde dans cette vidéo, donc vous pouvez zapper les parties qui ne vous intéressent pas, mais il faut que j'aborde tout, parce que sinon une personne qui arrive et qui n'a pas le contexte nécessaire, ne va pas comprendre exactement à quoi sert ce produit. Donc, dans le monde de l'audio, en général, vous avez des enceintes équipées de haut-parleurs. Donc les haut-parleurs, ce sont des grosses membranes avec des aimants, et il faut les déplacer pour créer du son.
Pour faire ça, en général, les haut-parleurs, comme ceux que j'ai là, ici, ce sont des Klipsch RP150M, je crois, ce sont des haut-parleurs passifs, c'est-à-dire qu'en eux-mêmes, ils ne peuvent pas émettre de son, il va falloir leur transmettre du son. Et le son, c'est un son qui doit être amplifié, parce qu'il faut bien faire déplacer les haut-parleurs, les membranes des haut-parleurs, et faire bouger des gros haut-parleurs, ça demande de la puissance, et c'est pas avec une petite sortie jack que vous pouvez avoir sur un téléphone, je sais pas, un PC ou autre, que vous allez faire bouger des machins pareils. Donc pour ça, il faut des amplificateurs, et des amplificateurs, il en existe différentes gammes. Alors vous avez des amplificateurs analogiques, des amplificateurs numériques, et celui-ci c'est un amplificateur de classe D, donc c'est un amplificateur tout numérique, ce qui lui permet d'être compact et ce qui lui permet d'être peu consommateur d'énergie. Après ça, vous avez d'autres gammes d'amplificateurs, mais je vais pas faire la liste complète de ce qui existe, etc., parce que ça prendrait trop de temps et ce serait hors sujet. En gros, l'avantage de ces amplificateurs numériques, c'est qu'ils sont compacts, c'est qu'ils sont peu consommateurs d'énergie. L'inconvénient, c'est que souvent on leur reproche un son un petit peu trop numérique entre guillemets, un petit peu trop froid, etc. En tout cas, c'est pas les amplis à tubes analogiques et compagnie. Donc ça peut avoir aussi quelques inconvénients. Cependant, sur ce type d'ampli, comme sur le SMSL AD18, vous avez quand même des amplis d'excellente facture. C'est pas parce que vous ne connaissez pas la marque SMSL que c'est des petits joueurs. Ce sont des amplis de très haute qualité. Et pour moi, alors celui-là, je ne sais pas encore, je l'ai pas testé, mais ce sont des produits qu'on peut classer dans de la hi-fi. C'est-à-dire que quand vous avez des enceintes Klipsch de cette catégorie-là ou un ampli de cette catégorie-là, vous pouvez dire que vous avez une installation haute fidélité. Pour moi, c'est tout à fait approprié, vous aurez un son de très bonne qualité. Alors après ça, les amateurs de musique pourront toujours dire que les amplificateurs numériques ne permettent pas d'avoir le son le plus harmonieux possible, mais pour moi, ce son qui sortira de cet ampli est déjà très qualitatif. Le SMSL SA300, il existe en 3 coloris. Ici, moi j'ai la version noire, mais vous avez aussi une version rouge, une version bleue, que je vous mettrai en capture ici sur le côté de la vidéo. Il n'y a pas grand chose qui change, on les voit ici en façade. Maintenant ça va dépendre de votre déco, si vous voulez une touche de couleur ou si au contraire vous voulez de la sobriété. Moi je l'ai demandé en noir parce que je pense que c'est la couleur qui se vend le plus, et sur mon bureau c'est la couleur la plus passe-partout, donc c'est celle que j'ai choisie. Au sujet du carton, il n'y a pas grand chose à en dire, vous voyez qu'il est plutôt vide, il n'y a pas d'informations, donc c'est moi qui vais vous donner les informations en déballant le produit. Donc si j'ouvre le carton, je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'il contient, et puis comment je vais l'installer sur mon installation. Donc déjà il est très bien protégé par énormément de mousse, il est entièrement protégé par de la mousse comme ça, de qualité en plus. Une notice, alors la notice évidemment c'est un produit chinois, donc en général on a toujours des mauvaises surprises. Donc si je vous montre, vous avez ici une notice en chinois, avec quelques mots en anglais, et puis ici une notice en anglais. Vous n'avez pas la notice en français, et ça c'est franchement dommage. Donc je vous la mets comme ça en gros plan pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble, vous mettrez en pause en fonction de si vous voulez y jeter un œil ou pas. Mais c'est une notice en anglais, donc c'est un petit peu dommage de pas avoir la notice française. Je pense que quand on vend des produits en France, le minimum c'est au moins de traduire ces notices dans la langue dans laquelle on vend les produits. Je crois même qu'il y a une obligation légale là-dessus. Bon, vous avez ces petits cartons-là, je sais pas trop ce que c'est, un petit remerciement pour dire n'oubliez pas d'aller poster sur les réseaux sociaux pour dire que vous aimez SMSL. Et dans le carton, vous avez ensuite l'ampli ici et les connecteurs qui sont là. Donc je vais laisser l'ampli pour la fin, on va déjà regarder les connecteurs. Donc en premier, vous avez un câble USB. Alors malheureusement, cet ampli SMSL SA300, il est équipé d'un port micro USB, donc vous avez un port à l'ancienne, micro USB, on en reparlera après. Et le câble, c'est le même câble que l'AD18, il est trop court, et puis il est pas assez qualitatif, et surtout ce qui pose problème, c'est que maintenant c'est une des seules entrées possibles sur cet ampli, l'USB, et donc pour moi, il fallait mettre le paquet sur le câble USB, et là, SMSL a fait une impasse là-dessus. Je trouve que le câble est pas au niveau de ce qu'on doit attendre d'un ampli de ce prix-là, et surtout qu'il me propose une entrée que USB. Donc le câble USB est là, il fait 1 mètre je pense, et pour moi il est pas au niveau du produit qui est fourni. En termes d'alimentation, vous avez ici 2 câbles d'alimentation. Donc vous avez une prise anglaise, que vous pouvez tout de suite oublier, puisque a priori mon audience est essentiellement française, ou en tout cas francophone, mais en tout cas si jamais vous regardez cette vidéo avec des sous-titres ou je ne sais pas quoi, sachez qu'elle existe avec une prise anglaise, puis sûrement avec des prises américaines. Et sinon vous avez une prise française. Ce qu'il faut noter, c'est surtout que la fiche en elle-même est une fiche standard, donc si vous voulez la remplacer par autre chose, c'est tout à fait possible, et les 2 prises sont fournies. Avec, vous avez également une alimentation. Alors cette alimentation, c'est un gros pavé, c'est une alimentation qui sort du 24 volts en 6,75 ampères, donc c'est énorme. Et ça veut dire que, comme pour le SMSL AD18, ici, il faudra surtout pas brancher cette fiche-là
après avoir mis le courant, enfin après avoir mis cette alimentation sous tension, sinon vous allez faire un bel arc électrique qui peut être dangereux pour votre amplificateur, donc faites attention à ça. C'est une alimentation qui n'est pas du tout standard, alors elle est standard par la fiche qu'elle utilise, mais elle sert énormément de puissance, et donc il faudra se méfier de ça. Dans l'emballage, donc je suis toujours dans le petit bac du fond ici, vous avez, comme sur le SMSL AD18, l'antenne pour le Bluetooth, puisque ce produit est Bluetooth, mais on va y revenir après. Vous avez aussi la télécommande, que je vous sors, alors qui est toujours cette télécommande, c'est toujours la même télécommande basique, ultra standard qu'on trouve sur plein de produits, dont les produits Klipsch par exemple. Donc elle doit être fabriquée en masse, ils ont juste mis un logo SMSL. Dessus, sur la télécommande, vous avez que le bouton A qui est codé, donc il faudra impérativement appuyer sur le bouton A, sinon vous n'aurez pas la télécommande ne fonctionnera pas. B et C servent pour le côté générique pour piloter d'autres sources, mais là, ça ne servira à rien. Vous avez donc des commandes ici, on reverra après, donc vous avez le on-off, mute. C'est la même télécommande que j'utilise ici pour mon AD18, vous voyez, donc rien de nouveau. Télécommande tout à fait standard, tout à fait générique. Je note qu'il n'y a pas les piles de la télécommande. Donc ça, c'est toujours les économies des produits chinois. Vous voyez le câble USB de facture tout à fait basique. Et puis pas les piles, c'est dommage. Je pense pas que ce soit un oubli, je pense qu'il y a vraiment pas les piles avec le produit. Je vous montre quand même que vous avez besoin de 2 piles pour faire fonctionner la télécommande. Elles sont ici. Donc moi j'ai mis des batteries, enfin des accus N-loop. C'est des triple A, donc les petites LR6. Si vous voulez faire fonctionner la télécommande. Et puis on attaque enfin le gros morceau, à savoir l'amplificateur. Hop. Donc je remballe tout ça et puis je vous montre à quoi il ressemble. Donc l'amplificateur il est livré dans un petit sac pour le protéger. Alors dès que je vais l'avoir sorti du sac, il va être recouvert de traces de doigts, etc. Donc profitez-en pendant quelques secondes pour voir à quoi il ressemble, parce qu'après ça c'est fini. Vous aurez des traces de doigts partout. Donc cet amplificateur, vous voyez, donc c'est le SA300. Donc un DAC USB, etc. SMSL. Il est un petit peu différent du SMSL AD18. Déjà il a une façade en verre. Enfin je pense que c'est du verre. Assez jolie, donc très réfléchissante mais assez jolie. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que il a un bouton dédié on et un bouton dédié source, ce que n'a pas ici le SMSL AD18. Et ce qui est super intéressant, parce que sur le SMSL AD18 il faut appuyer pour allumer, donc il faut rester enfoncé quelques secondes, et c'est assez pénible, je dois dire, au quotidien. Donc c'est super qu'ils aient mis un bouton on-off dédié. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, après ça je vous mettrai sous tension pour montrer exactement à quoi il ressemble, mais là je vous fais juste le tour du propriétaire éteint. Vous avez un petit autocollant Hi-Res Audio ici, comme vous avez sur la boîte, donc ça coûte rien, ils le mettent. On vérifiera avec les qualités audio si c'est vraiment du Hi-Res. Sur les côtés, il n'y a rien de spécial à dire, c'est un ampli que j'ai choisi noir, donc il est tout noir, avec ici son numéro de série, en tout cas son numéro de modèle. Sur le dessous, les 4 pieds qui sont des pieds en caoutchouc, pour éviter d'abîmer le support, mais aussi pour l'isoler de là où vous allez le poser. Et ce qui est intéressant de voir, c'est l'arrière. Alors l'arrière, c'est là où il faut comprendre qu'il y a une différence majeure avec le SMSL AD18. C'est que vous avez ici la partie amplification, en bas à gauche là. Donc c'est là où vous allez brancher les câbles de vos enceintes. Donc les câbles, vous les branchez soit avec des bananes, ce que je n'ai pas, soit vous les branchez donc en dévissant et en venant passer vos fils dénudés dedans et en resserrant. Donc je vous montrerai en vidéo ce que ça donne. C'est vraiment pas très compliqué, c'est l'affaire de quelques minutes d'installation. Par contre, vous voyez qu'en entrée, il n'a qu'un USB in et c'est tout. En entrée numérique, pardon, je précise, en entrée numérique, il n'a qu'un USB in et c'est tout. Et en plus, c'est pas l'USB-C. Donc même si c'est un produit ultra récent, parce que je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 1 à 2 mois, ce produit-là, il n'a pas été mis en USB-C, c'est franchement dommage. Parce que c'est sa seule entrée numérique, donc quitte à avoir une seule entrée numérique, autant faire quelque chose de très moderne. Là, c'est pas le choix qui a été retenu. Sinon, vous avez une entrée analogique, donc vous avez l'entrée ici, donc vous avez gauche à droite et droite à gauche. Je sais pas pourquoi ils ont tout inversé. Peut-être quand vous le tenez comme ça, pour que ce soit gauche-droite, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, quand je vous le montre ici, tout est inversé. Et ici, la fiche RCA qui est là, c'est une sortie pour les caissons de basse. Très important, les caissons de basse. Surtout comme moi, quand vous êtes équipé de bibliothèques, il y a des bibliothèques qui sont là. Alors j'ai pas de problème de basse avec ces bibliothèques-là, mais il faut savoir que dès que vous envoyez beaucoup de basses sur ce type d'enceinte, elles ont du mal à reproduire les médiums et les basses en même temps. Du fait que leur haut-parleur médium, moi ici c'est du 15 cm, c'est insuffisant pour faire tout ça de manière suffisante. Donc j'ai un très très bon son, mais si vous voulez un meilleur son, l'idéal c'est d'avoir un caisson de basse dédié, et donc cette prise RCA là permet, de manière non amplifiée évidemment, permet d'envoyer le signal vers le caisson de basse, et le caisson de basse, lui, qui est un caisson de basse actif, amplifiera le signal,
et j'aurai les basses. Ici vous avez l'alimentation, donc l'alimentation évidemment qui va avec la fiche d'alimentation que je vous ai montré qui est ici. Je vous le redis, branchez vraiment cette alimentation avant de mettre cet adaptateur secteur sous tension si vous voulez pas avoir de soucis. Et puis en haut à droite ici, si je retrouve voilà l'antenne, c'est la petite prise antenne, donc il suffit de venir visser la petite prise antenne qui est là. Voilà, donc c'est une petite antenne toute simple. Vous voyez ici, je vais enlever son cache. Rien de bien sorcier, c'est une antenne vraiment simpliste. Qui permet d'avoir le support du Bluetooth 5 sur ce produit-là, parce que ce produit est Bluetooth 5. Alors, je crois qu'il n'est que aptX, je vais me renseigner après, mais j'ai vu qu'il était aptX, ce qui est déjà pas mal pour du Bluetooth. C'est-à-dire que vous avez un Bluetooth qualité supérieure au USB-C, donc qualité supérieure à l'audio standard Bluetooth. C'est pas de l'aptX HD, donc c'est pas non plus de la qualité CD, mais ça je vais le vérifier, en tout cas je ne crois pas que ce soit le cas. Mais vous avez le support du Bluetooth en entrée, ce qui est aussi intéressant. Ce qui le rend compatible avec différents produits qui n'auraient pas d'entrée USB pour fonctionner. Voilà, donc en gros, ce petit ampli, il va venir ici, remplacer mon SMSL AD18, vous voyez que c'est presque le même format, il est plus ramassé que le SMSL AD18, donc il passe mieux sous les écrans. J'ai commencé à tout démonter, et je profite que mon SMSL AD18 est maintenant complètement démonté pour vous dire deux choses. Donc déjà, je vous ai comparé l'alimentation du SMSL AD18 avec l'alimentation du SMSL SA300 parce que ce ne sont pas les mêmes, donc c'est important de le savoir et quelles sont les différences en termes de câblage. Parce que même si ce sont deux amplificateurs très similaires, vous voyez que les blocs d'alimentation ne sont pas les mêmes. À gauche, vous avez celui du SMSL AD18 avec sa fiche 3 bornes, quand le SMSL SA300 a une fiche 2 bornes, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ils n'ont pas non plus le même ampérage, mais la même tension, donc c'est du 24 volts 6,75 ampères pour le SA300, 24 volts 5 ampères pour la D18. Et puis surtout, je voudrais vous mettre les deux produits côte à côte, donc pour vous remontrer bien le fait qu'ils n'ont pas grand chose à voir en termes de form factor, même si ce sont deux amplis tous les deux numériques, classe D, etc. Donc vous voyez que le SMSL AD18, c'est un ampli qui est un peu haut, et plutôt compact en termes de taille horizontale. C'est un ampli qui aura sa place dans un meuble télé, etc. L'ampli SMSL SA300 est beaucoup plus petit en termes de hauteur, mais aussi c'est un cube sur sa face avant, donc il prend plus de place, en tout cas au niveau horizontal. Voilà, donc il y a des vraies différences. Vous voyez aussi l'énorme différence, pour moi, quelque chose qui est à noter et qui est pas du tout anecdotique. Le SMSL AD18, il a une sortie casque ici, ce qui est pas rien sur ce type de produit d'avoir une sortie casque, parce que la sortie casque en plus de la D18 est de très bonne qualité. Or là, vous n'aurez pas de sortie casque sur le SA300, c'est une très grosse différence, et un très gros point noir quelque part sur le SA300, parce que c'est pas parce que vous cherchez un petit ampli d'enceinte que vous ne devez pas avoir de sortie casque. En termes d'écran, vous voyez que ça se voit un petit peu, donc le bouton est toujours cliquable comme le AD18, mais donc il a ici le SA300 a un bouton on-off dédié, alors que le AD18 il faut rester enfoncé dessus. Ce qui est laborieux, je trouve, donc c'est très bien sur le SA300 d'avoir fait ça. L'autre chose, donc moi j'ai le AD18 de dernière génération, donc celui qui a la sortie ici pour y brancher un caisson de basse, donc c'est la prise qui est là. Mais surtout, vous voyez qu'en termes d'entrée, ça n'a strictement rien à voir, pas grand chose à voir. Donc vous avez toujours ces 4 borniers ici qui sont là pour y brancher les enceintes, donc ça ne change absolument pas, hein, c'est toujours le même principe. Par contre, vous voyez qu'en termes d'entrée, ici vous avez quand même une entrée Toslink, donc une entrée optique, ce que n'a pas du tout évidemment le SA300, en fait il a rien sauf l'USB, donc ça vous l'avez pas. Vous avez une entrée coaxiale ou optique ici, donc vous avez deux entrées numériques là, plus l'entrée USB comme a le SA300. Vous avez une entrée auxiliaire, donc une entrée analogique, ce qu'a le SA300 mais sous la forme de RCA. Voilà, donc vous voyez que les choix vont être difficiles. C'est vraiment pas l'un et le... Enfin, c'est le SA300, c'est pas le AD19, hein. C'est pas la version mise à jour de cet ampli. Il est très clairement, il est différent. Dans la manière dont il est traité, vous voyez qu'il y a des zones qui sont communes, c'est bien un amplificateur, il a bien du Bluetooth, etc. Mais en termes d'entrée, celui-là, le AD18, il est vraiment conçu, je pense, comme un petit ampli numérique que vous pouvez mettre dans un meuble télé, etc. Vous pouvez brancher un tas de choses, enfin, vous pouvez brancher en tout cas plusieurs produits en analogique ou en optique et switcher entre eux, alors que là, vraiment, c'est très limité, le SA300, c'est vraiment un ampli pour moi dédié à un PC, quelque chose comme ça. Vous ne pourrez pas en faire grand chose d'autre. Donc c'est deux produits différents. Par contre, le SA300 il est high-res par le logo qui est dessus, mais aussi par les capacités qu'ils lui ont données. Et puis surtout, il est censé moins consommer, donc ça on testera dans la vidéo. Alors que le AD18,
il est haute qualité aussi, en termes d'entrée USB et d'entrée optique, mais voilà, il atteint pas les capacités du SA300. De toute façon, ça, c'est que de la technique sur papier, donc je vais le vérifier de toute façon en continuant mon branchement, mais je voulais vous montrer les étapes d'installation, donc je vais vous montrer aussi comment on branche les enceintes, et puis ensuite il y aura alimentation, etc., et puis il faut que je refasse tout mon cable management parce que tout est cassé. Au niveau du câblage, c'est assez simple, vous avez du câble d'enceinte, du 1mm5 ou du 1mm5, ici c'est du 2mm5 Real Cable, cuivre OFC, donc du câble quand même de qualité, même si c'est pas non plus ce qui se fait de plus haut de gamme. Il suffit de torsader le fil cuivré, et puis de venir l'insérer dans le bornier, et ensuite de serrer le bornier à vis, juste de venir serrer en fait le conducteur contre le bornier. Si vous avez des fiches bananes, vous pouvez évidemment utiliser des fiches bananes, c'est plus facile à brancher, à débrancher. Je rappelle juste que normalement, théoriquement en tout cas, en France, on n'est pas censé utiliser les fiches bananes, pour des raisons de normes, mais bon, ça pose pas non plus de problème majeur, donc faites comme vous le sentez, mais c'est quand même beaucoup plus simple à brancher et à débrancher. Ensuite, il reste à câbler l'alimentation, je vous le répète, branchez-la tout de suite, avant de mettre l'ampli sous tension, et puis vous branchez soit l'entrée analogique, soit vous branchez l'USB, pour avoir une entrée sonore, et puis si nécessaire vous branchez votre caisson. Cet ampli utilise exactement la même télécommande que la D18, la même télécommande d'ailleurs qu'on peut retrouver sur Liquid préamplifié Klipsch. C'est une télécommande générique, donc en fait elle est tellement générique que si vous appuyez sur les boutons B et C qui sont les boutons de sélection pour des appareils tiers, eh bien la télécommande ne répond plus. Vous voyez ici, si j'appuie sur menu, il n'y a plus rien qui se passe. Il faudra sélectionner A, toujours appuyer sur A, et ensuite vous pourrez rentrer dans les menus, quitter les menus et compagnie. C'est une télécommande générique, mais comme même des grandes marques comme Klipsch font ce type de bidouille d'acheter des télécommandes et puis de mettre leur marque dessus, c'est vraiment anecdotique. En tout cas la télécommande suffit, mais surtout ce que j'ai apprécié par rapport à la D18, c'est que cet ampli se pilote intégralement et de manière très pratique, uniquement avec les boutons en façade. Vous avez le bouton on-off qui est génial. Sur la D18, en fait, il faut rester enfoncé quelques secondes ici sur le bouton de volume. C'est très pénible au quotidien, vraiment, quand vous l'utilisez. Moi, j'utilisais plutôt la télécommande parce que ça prend à chaque fois quelques secondes à s'allumer, quelques secondes à s'éteindre, et surtout l'ampli est lent. Lent. C'est-à-dire, il met quelques secondes avant d'être opérationnel. Quand le SA300, si je vous appuie ici sur le bouton on, vous allez voir qu'il met le logo, il est immédiatement opérationnel. C'est extrêmement appréciable, extrêmement pratique, et bien mieux que la D18 sur ce point-là. Alors, évidemment, tout est manipulable directement depuis les boutons en façade, donc vous avez ici en dessous le bouton de changement de source, donc si j'appuie ici, vous avez l'entrée analogique et puis l'entrée Bluetooth. En parlant de Bluetooth, vous voyez ici que mon téléphone est actuellement appairé en Bluetooth avec le SA300. Il suffit donc juste de le mettre sur l'entrée Bluetooth. Si vous êtes déjà appairé, ça se connecte tout seul. Si vous n'êtes pas appairé, en fait, le SMSL SA300 deviendra visible et vous aurez juste à vous appairer et ça fonctionnera très bien. Évidemment, ensuite, une fois que vous êtes connecté dessus, là ici j'ai du YouTube, mais vous pouvez lancer le volume. Dans Lumière, vous faites ajouter et puis ensuite vous la mettez sous tension. À nouveau, je la cache ici parce que sinon vous ne verrez plus rien. Ça marche très bien. Je vous mets pas de la musique parce que si je vous mets de la musique, faut que j'en trouve à nouveau libre de droit et compagnie parce que sinon je vais avoir des problèmes avec mes vidéos. Je précise juste au niveau du Bluetooth que cet ampli il est compatible aptX. Alors, je crois pas qu'il est compatible aptX HD. En tout cas, il est Bluetooth 5 aptX, ce qui permet quand même d'avoir du son qualité MP3+, je dirais. On s'approche de la qualité CD, ce qui est suffisant, je trouve, quand vous voulez écouter de la musique comme ça vite fait en Bluetooth. Ce qui est pas du tout à la hauteur, par contre, de ce qui est capable de faire cet ampli en termes d'amplification. Donc, vous perdez beaucoup en termes de qualité, vous n'êtes plus du tout dans le domaine de la hi-fi, ça c'est sûr, mais ça reste quand même une solution assez pratique et élégante si vous voulez écouter de la musique. Alors, c'est du Bluetooth dans le sens où vous pouvez envoyer de la musique d'un téléphone, par exemple, vers l'ampli, ou d'un ordinateur portable vers l'ampli, etc. Enfin, imaginez les utilisations que vous voulez. Par contre, l'amplificateur en lui-même ne peut pas envoyer du son vers un casque Bluetooth, par exemple. C'est pas son objectif, et c'est pas l'apport de la fonctionnalité Bluetooth. Alors, à part le Bluetooth, donc, si je change les entrées, donc je vais revenir en USB. L'USB, je vous en ai parlé, c'est de la folie. C'est de l'USB 32 bits, 384 kHz. Donc, c'est de la tuerie, mais ça, on va en reparler un petit peu après. Au niveau des menus, c'est ultra basique, et pour moi, c'est beaucoup trop basique. Vous avez donc déjà un affichage ici qui vous présente donc le menu setup. Vous avez la possibilité, donc vous avez une entrée dédiée pour à nouveau resélectionner les entrées, donc là je vais rester en USB. Vous avez un égaliseur. L'égaliseur en lui-même, je vous conseille soit de vous mettre en SDB qui est un mode spécifique SMSL,
qui est en fait, je trouve, intéressant pour les sources de qualité standard, mais qui est à enlever si vous avez des sources de qualité, de très haute qualité en fait. Moi je vous conseille l'égaliseur direct, qui est ici écrit dire. En fait le nom de l'égaliseur se met quand vous sélectionnez l'égaliseur, donc si ici je choisis SDB, vous verrez que là en haut à droite c'est marqué SDB. Donc l'égaliseur direct, c'est en fait aucun traitement numérique du son qui arrive, il est rejoué tel quel sur les enceintes. En plus de l'égaliseur, vous pouvez régler les aigus et les basses, ici, donc moi je vous conseille de jouer sur une plage maximale de moins 3 dB à plus 3 dB, que ce soit au niveau des aigus ou au niveau des basses, pas plus, parce que sinon vous dénaturez vraiment le son que vous envoyez à l'ampli. Et enfin, vous avez la possibilité ici de choisir la couleur de l'affichage, donc vous avez blanc, ce que j'ai choisi, mais vous pouvez par exemple le faire afficher en rouge. Par contre, l'affichage en lui-même, c'est juste la couleur qui est réglable, contrairement à l'AD18, vous ne pouvez pas régler la puissance lumineuse de cet ampli, et c'est bien dommage, parce que bah du coup il est toujours à fond, en fait, enfin toujours à fond, il est toujours dans cet affichage-ci, et en fin de journée par exemple, moi j'aime bien travailler dans un environnement sombre, bah, vous pouvez pas régler la luminosité de cet écran. Puis si vous l'utilisez par hasard pour regarder la télé ou des choses comme ça, bah, donc vous pourrez pas régler l'intensité lumineuse, moi je trouve ça dommage. Bon, je l'ai réglé en blanc et noir parce que je trouve quand même que c'est le mode le plus élégant. Pour ça, vous pouvez choisir vos couleurs en fonction de vos goûts personnels. Et puis c'est tout. Au niveau des réglages, vous avez ici la molette de volume, qui est l'équivalent ici du haut et bas de la télécommande. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de fonctionnalité additionnelle, c'est très basique. Voilà ce que fait cet ampli. Et moi, personnellement, cette télécommande-là, elle est ici, en continu, et je ne l'utilise jamais. Ce qui, en façade, suffit largement pour piloter les fonctionnalités essentielles de cet ampli. Lorsque vous l'aurez connecté en USB, le SMSL SA300 n'a pas besoin de driver pour fonctionner, donc que ce soit sur un ordinateur Windows 10, mais aussi macOS, une télévision et autres. Par contre, il y a quand même un truc qu'il faut faire super attention. Alors là, je vous montre sous Windows 10 parce que j'ai que ça sous la main. Je suis un utilisateur Windows. Il va falloir vérifier les réglages. Alors sur un PC, c'est facile. Sur macOS ou sur une télé, d'autant plus sur une télé, je pense que c'est un petit peu compliqué. Donc je pourrais pas vous donner des conseils précis là-dessus. En tout cas, sous Windows 10, vous allez dans ouvrir les paramètres de son. Et vous allez, alors il y a plusieurs manières de faire, mais vous pouvez aller en haut là dans panneau de configuration son. Vous avez cette fenêtre à l'ancienne, je dirais, de Windows 10 qui s'ouvre, et déjà ce qu'on peut voir dedans, c'est que vous avez le SMSL SA300 qui apparaît. Il est vu comme un casque audio, ce qui est un peu rigolo. Je pense que c'est la puce Infineon qui passe pour un casque audio. Donc vous le sélectionnez, c'est important, et vous faites propriétés, et statistiques avancées, donc l'onglet qui se trouve en haut. Et là vous verrez que par défaut, il est branché alors il me semble c'est 16 bits, 48 kHz, ce qui est une qualité correcte, mais qualité CD, on va dire CD+. Et c'est très important de monter sa qualité beaucoup plus haut. Alors, la qualité maximale, je vous le répète, c'est 32 bits, 384 kHz, ce qui est top. Mais si vous choisissez cette qualité-ci, il va y avoir quelques problèmes d'incompatibilité avec des applications sous Windows. Alors, pas beaucoup d'applications, je l'ai utilisé longtemps dans cette qualité-là. J'avais des bugs et je m'en étais pas rendu compte au départ, j'avais pas fait le lien avec l'ampli. Il y a 2-3 applications qui peuvent poser problème, mais moi, j'utilise pas toutes les applications du marché, tous les jeux du marché. Donc du coup, je peux pas me rendre compte de tous les problèmes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le régler en 32 bits, 192 kHz, et vous faites appliquer. Vous validez le réglage, et vous aurez déjà un très très bon réglage au niveau qualité audio pour ce type d'ampli, ce type de DAC. Voilà. Donc vous faites ce réglage-là, et avant en tout cas de commencer à l'utiliser, parce que n'allez pas dire, j'ai jamais entendu un son d'aussi bonne qualité si vous n'avez pas déjà commencé à vérifier que l'ampli vous sort bien, en tout cas en USB, vous sort bien le type de son que vous attendiez en sortie. Alors je vais vous montrer quand même ce qui se passe quand on le met en 384 kHz. Voilà, donc je fais appliquer. Donc en général tout marche bien, j'ai essayé des jeux, des applications, ça marche pas mal. Je vais quand même vous montrer l'application Action. L'application Action, c'est l'application que j'utilise pour capturer mes vidéos quand je vous fais des démos comme ça sur l'écran. C'est pour ça que je le fais pas actuellement, parce que je vais la faire crasher, cette application. Voilà, donc là je vous montre Action, je lance l'enregistrement d'Action. J'ai ici à l'écran une vidéo, qui est même pas une vidéo avec un son 32 bits, 384 kHz. Je vais lancer la vidéo. Et vous voyez, l'application vient de crasher. Et l'application va se relancer toute seule
au bout de quelques secondes. Voilà, donc l'application Action est une des applications, par exemple, que j'utilise régulièrement, qui ne supporte pas du tout le 384 kHz. C'est bien le 384 kHz qu'elle ne supporte pas, 192 ça passe, et le 32 bits marche très bien. En tout cas, c'est pas des applications qui ont été conçues pour, avec des tels scénarios, donc je peux comprendre que ça ne marche pas. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est le jeu GTA V. Si je vous lance GTA V, vous allez voir qu'il y a des passages qui ne fonctionnent pas en 384 kHz, ce qui me laisse à penser que peut-être d'autres jeux ont ce souci-là. Voilà, là on est dans le chargement du jeu, donc en général ici il y a la petite vidéo qui passe, on la voit, mais il n'y a pas de son. Quand on est en 384 kHz, le jeu n'arrive pas à jouer le son. Alors sur certains passages, sur ce passage-là en particulier, ce lancement-là, il n'arrive pas à jouer le son. Et donc du coup ça me laisse supposer que peut-être d'autres jeux, d'autres applications sont impactées. Donc voilà deux exemples concrets du problème du 32 bits 384 kHz. Moi je vous le dis, si l'utilisation principale que vous faites de cet ampli, c'est pas de l'écoute audio en continu, d'audio hi-fi en continu, ne vous prenez pas la tête, vous aurez déjà un très très bon son en 32 bits 192 kHz. Ne poussez pas le curseur à fond, ça ne sert à rien. Vous risqueriez d'avoir quelques petits soucis de compatibilité qui peuvent très facilement être passés outre en restant sur des qualités de sortie un petit peu moindres. Alors on va commencer par les points qui font mal sur cet ampli, par rapport par exemple à la D18, même si ce sont pas vraiment, je le redis, ce sont pas des machines qu'on peut mettre en compétition, ce sont tous les deux des amplis numériques, mais technologiquement, à l'intérieur, cet ampli-ci a vraiment des puces et des capacités qui vont bien au-delà en termes d'amplification numérique que le CMSL AD18 qui est déjà excellent dans le domaine. Donc là, pour moi, c'est vraiment une tuerie, hein, ce SA300. Par contre, du coup, ils ont mis le paquet sur l'amplification numérique, mais ils ont enlevé plein de choses. Et dans les choses qu'ils ont enlevé la sortie casque, qui était pas extraordinaire, la sortie casque du AD18, mais qui était quand même bonne par rapport à ce qui peut exister. En tout cas, largement supérieure à une sortie casque, en tout cas de ce qui existe sur, par exemple, un ordinateur portable, un téléphone ou un smartphone, je veux dire, ou même un PC de bureau. Donc vous aviez quand même une sortie casque de qualité. Malheureusement, vous n'avez plus de sortie casque ici. Et puis surtout, alors là ce qui est dramatique je trouve, alors vous n'avez pas le NFC, la D18 a le NFC en plus du Bluetooth 4. Ici vous avez du Bluetooth 5 mais pas de NFC. Moi je trouve que c'est vraiment pas grave du tout de pas avoir de NFC. C'est juste pour l'appairage initial, donc ça sert pas tant que ça. Par contre, à l'arrière du SMSL AD18, vous perdez, donc vous avez toujours l'USB sur le SA300, mais vous perdez l'entrée coaxiale et vous perdez l'entrée optique. Ce qui est pour moi très gênant parce que du coup, cet appareil-là, qui est tout à fait à sa place aussi dans un salon, vous allez devoir avoir un DAC si vous voulez mettre, par exemple, une prise optique. Donc vous allez avoir à acheter un DAC optique vers analogique et brancher en analogique ensuite cet ampli. Mais je pense que, donc sauf si vous voulez vraiment du son de très haute qualité, partez sur la D18, c'est plus compact et vous avez tout intégré. Mais si vous voulez un son de meilleure qualité que la D18, si vous prenez le SA300, je pense que ça vaut le coup quand même de partir sur un DAC optique vers analogique stéréo et de faire une entrée stéréo là-dessus. Je pense que le son sera de très très bonne qualité. Le SMSL SA300 a aussi une entrée analogique, donc que j'ai branché ici, vite fait. Alors j'ai mis quand même des câbles de qualité, c'est un câble de chez Amazon Basics certes, mais c'est un câble hi-fi que j'ai trouvé pas trop cher, qui me permet de brancher donc ce que vous verrez probablement prochainement en vidéo, c'est la boîte à troubadour, donc une petite platine à base de système Volumio. Et je voulais parler rapidement en tout cas de la partie analogique. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai rebranché les câbles dans le bon sens parce que je viens de le faire juste pour filmer cette séquence-là. Je crois que c'est bon, mais je suis même plus sûr. Je crois que c'est à l'envers. Toujours est-il que la qualité sonore est au rendez-vous si vous avez quand même une qualité sonore hi-fi, enfin en tout cas une qualité sonore analogique de quelque chose de qualité. Ici c'est du 24 bits 192 kHz puisque c'est un Tinkerbird S. Le son est relativement bon. Et en tout cas je voulais parler de la partie analogique parce que pour moi c'est le côté un petit peu embêtant de ces types d'amplis full digital. Alors c'est un très très bon ampli pour amplifier de l'analogique, c'est pas le problème, un ampli full digital, classe D, enfin numérique, classe D, etc. Marche très bien pour ce type d'usage, c'est juste que quitte à partir sur de l'analogique, autant avoir un ampli analogique, pour moi ça a plus de sens, ça conserve un petit peu la chaleur du son, etc. Côté analogique, mais bon, c'est un très très bon ampli malgré tout pour les côtés analogiques, et je vais vous montrer alors avec une musique libre de droit, il joue sans problème donc la musique, il suffit juste que je le bascule sur la bonne source. Et voilà, il n'y a aucun souci, le son est de qualité, tout va bien.
voilà, moi je trouve que c'est tout à fait exploitable et c'est une autre utilisation possible en tout cas de lui balancer dessus des sources analogiques, qu'elles proviennent de sources numériques comme c'est le cas ici, ou vraiment de côté vraiment analogique. Attention malgré tout, c'est pas une entrée analogique pour des platines vinyles par exemple, donc là-dessus il faudra encore avoir un élément intermédiaire avant de balancer ça directement sur l'ampli. Voilà, mais en tout cas c'était pour vous montrer avec du câble de qualité, vous pouvez brancher sans problème ça sur l'ampli, et vous avez un petit système hi-fi aussi avec un canal analogique qui marche bien. En tout cas c'est bien dommage, le SA300 c'est pas vraiment un équivalent de la D18, alors je sais pas du tout, je ne comprends pas comment SMSL fait ses gammes, c'est quasiment incompréhensible pour moi. Ils ont des produits qui sont quasiment strictement équivalents, mais dans des gammes différentes, et ils ont des produits comme ces deux-là qui pourraient être considérés comme des évolutions et qui pourtant n'ont pas grand-chose à voir en termes de fonctionnalité. Donc je comprends pas grand-chose, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ne voyez pas le SMSL SA300 comme un successeur de la D18. Ce sont deux produits à part, les deux ont un intérêt. Le SA300 est plus à destination de l'amplification pure, le AD18 est plus un produit multi-entrée, on va dire, donc un petit peu moins bon en termes d'amplification de qualité sonore, pas grand chose mais un petit peu moins bon, par contre beaucoup plus intéressant quand vous le branchez à des sources multiples, dans un séjour par exemple pour y brancher une console, une télé, des choses comme ça. En termes de volume, ce qui est aussi surprenant, c'est que quand j'étais à un volume de 10 sur le SMSL AD18, je suis maintenant à un volume de 20, tous les pas sont quasiment doublés en fait. Donc ici, si je pousse le volume ici, là par exemple j'étais, quand je suis à 30, j'étais environ vers 15, ce qui était déjà très fort avec la D18. Alors, je pense que les deux amplis ont la même puissance, c'est-à-dire que celui-là, il est donné pour du 2x80 watts. Je sais pas s'il les tient, en tout cas, il pousse sans problème sur mes enceintes. Donc ça, c'est pas un souci, je pense. Et puis, c'est pas des amplis qui sont faits non plus pour alimenter des enceintes assez vieilles, donc qui ont des faibles rendements et tout ça. C'est plutôt des amplis pour des enceintes modernes, comme ces Klipsch qui sont à haut rendement, ou des enceintes, en tout cas, modernes. Moi, l'enceinte que je pourrais vous conseiller, qui irait parfaitement, je pense, avec cette SMSL SA300, c'est l'enceinte qu'a mon frère, c'est la Jamo S803. Si vous n'avez pas les moyens de vous prendre du Klipsch ou des enceintes à votre goût, en tout cas en termes de signature sonore, les S803 sont assez neutres, je trouve, et en tout cas ils iront parfaitement bien avec un ampli de ce type-là. Elles sont jolies, elles sont pas trop chères, et couplé à l'ampli, vous êtes sur un budget de 300 € à peu près, et sur un bureau ou dans un séjour, ça suffit largement pour amplifier le son. Vous aurez un son de qualité pour un budget raisonnable. En tout cas, il pousse sans problème sur un ensemble 2.0. Par contre, là où ça pose problème, c'est pour le 2.1. Cet ampli-là est équipé d'une sortie caisson de basse, comme vous avez d'ailleurs sur celui-là, puisqu'ici, vous avez aussi la sortie subwoofer. Donc les deux sont capables de faire des sorties subwoofer. Le problème que je trouve chez SMSL, et en tout cas sur ces gammes SA300, c'est que la sortie de caisson de basse n'est pas équipée de coupure de fréquence. Donc en fait, ce qui se passe, alors c'est un peu technique, donc j'explique quand même, si ça vous intéresse pas, passer cette partie-là. Pour bien comprendre pourquoi l'histoire de coupure de fréquence est un problème, je vous montre sur une enceinte comment est faite la coupure de fréquence, et puis du coup vous comprendrez pourquoi c'est embêtant de ne pas avoir ça comme réglage sur cet ampli. Ici j'ai une enceinte colonne, l'enceinte de mon séjour, qui est constituée de 4 enceintes. Vous avez un tweeter, 2 woofers qui sont configurés différemment, mais ça c'est encore un détail, et en dessous ici vous avez un subwoofer de 22 ou 24 cm, qui est le même type de haut-parleur que vous pouvez avoir dans un caisson de basse, petit caisson de basse Jamo, les caissons de basse d'entrée de gamme. Donc vous voyez que c'est une enceinte qui est capable de reproduire quasiment tout le spectre sonore en une colonne en fait. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette enceinte, ce qui arrive, c'est un seul câble en général. Alors même si vous pouvez être en bi-amplification avec 2 câbles, vous avez en général un seul câble de 2 brins qui arrive, donc plus et moins. Dessus est véhiculé un signal analogique, et ce signal analogique, on pourrait croire qu'il est envoyé comme ça tel quel sur l'ensemble des haut-parleurs que constitue cette enceinte. Et bien pas du tout. Dans une enceinte, vous avez des filtre passe haut et filtre passe bas. Et pourquoi? C'est parce que donc vous avez dans le signal sonore, vous avez des signaux haute fréquence, donc les aigus, qui sont joués par le tweeter, et des signaux plus basse fréquence, donc les médiums et les graves, qui sont joués par donc les woofers et les subwoofers. Et le truc, c'est que ces signaux ont des exigences différentes sur les enceintes. Un signal haute fréquence va vibrer très très vite, et donc va nécessiter que l'enceinte bouge vraiment très très rapidement, quand un signal plus basse fréquence va vibrer doucement. Le truc, c'est qu'un haut-parleur, il peut pas en même temps
et de manière qualitative faire de la haute et de la basse fréquence, vous imaginez bien que s'il doit vibrer très vite, il ne peut pas en plus vibrer lentement. Et donc en général, ce qui se passe, c'est pour ça que vous avez des enceintes avec plusieurs voix, dont par exemple des woofers, c'est que à l'intérieur de l'enceinte, il y a des filtres passe haut, filtre passe bas, qui ont des réglages, alors pour le coup en dur, des coupures de fréquences, qui vont aiguiller les hautes fréquences, par exemple sur le tweeter, aiguiller les fréquences médianes sur les woofers, même peut-être les couper en deux, pour avoir deux woofers, donc pour avoir la possibilité de mieux régler encore la zone des fréquences médium, et puis envoyer les basses fréquences qui ont des variations vraiment très lentes, les envoyer vers les subwoofers, si vous en avez. Qu'est-ce qui se passe avec le problème de mon ampli SMSL SA300? C'est que normalement, sur un ampli, vous pouvez régler la fréquence à laquelle les basses fréquences, en tout cas les très basses fréquences, ne sont pas envoyées sur les sorties haut-parleurs standards. Donc imaginez ici que c'est mon enceinte clip, vous auriez le médium et le tweeter ici. Donc vous choisissez jusqu'à quelle fréquence de basse vous envoyez tout ça vers le haut-parleur standard, et tout le reste normalement est envoyé sur le RCA du subwoofer à votre enceinte subwoofer, donc votre caisson de basse. Et du coup votre caisson de basse lui se focalise uniquement à faire les basses fréquences, donc des mouvements très peu rapides, quand votre enceinte ici se spécialise quelque part dans les plus hautes fréquences, et donc n'a plus à sa charge de faire ces grands mouvements de basse assez profondes. Et qu'est-ce qui se passe donc quand vous n'avez pas de réglage de fréquence de coupure? Eh bien les sons sont envoyés quoi qu'il arrive à toutes les enceintes, et donc elles sont obligées de reproduire les basses fréquences, et donc au final, eh bien les basses que vous envoyez sur votre caisson de basse ne viennent qu'en addition de ce que votre enceinte fait déjà, donc vous ne soulagez pas votre enceinte et vous rajoutez des basses en plus, et donc au final vous avez un son un peu plus brouillon, et surtout plus problématique, comme vous n'avez pas enlevé les basses fréquences du signal que reproduit votre enceinte de taille standard, eh bien elle galère à reproduire des basses fréquences, et donc du coup elle est plus brouillonne aussi sur les médiums, et ça c'est un vrai souci quand vous voulez reproduire un son de qualité. En général ça touche jamais les aigus, parce que les aigus dans une enceinte standard, donc le haut-parleur d'aigus a lui-même son filtre intégré dans l'enceinte, et donc ne va de toute façon pas jouer les basses fréquences. Mais ça fait en général des médiums beaucoup plus brouillons, et en hi-fi c'est pas ce qu'on veut, en hi-fi on veut vraiment du son de qualité, et donc il faut absolument enlever les basses fréquences. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment dommage de pas avoir ça. Je pense qu'il aurait eu la coupure de fréquence, c'était l'ampli à moins de 150 €, c'était l'ampli parfait. L'ampli hi-fi, je pense qu'il donne une claque à tout ce qui existe sur le marché. Ce serait difficile d'avoir un meilleur son pour ce budget-là. C'est pour moi la seule fonctionnalité qui manque vraiment, c'est-à-dire que je peux pardonner tout, c'est-à-dire l'écran qui ne change pas d'intensité, l'absence de sortie casque, l'absence d'entrée numérique, etc. Tout ça est pardonnable parce que ce qui existe est d'une extrêmement bonne qualité. Par contre, en termes d'audio, ne pas avoir ce réglage-là, pour moi, c'est vraiment un très gros défaut. Ça me dérange pas parce que moi, j'ai pas de caisson de basse, donc je vais pas en souffrir en fait de pas avoir cette capacité de couper les basses fréquences et de l'envoyer vers un caisson de basse. Mais pour quelqu'un qui veut faire vraiment de l'audio hi-fi avec un caisson de basse hi-fi, malheureusement, ça posera un problème. On a vu tous les points quasiment négatifs que je pouvais donner de cet ampli-là. Le reste, c'est du très bon. Vous avez un châssis en aluminium, une surface ici, la surface avant qui est vitrée. Même le bouton, je pense, est en aluminium. Ça a pas l'air d'être du plastique. Et puis surtout, dedans, alors même si vous avez ici un logo ARS qui ne veut pas dire grand-chose, vous avez dedans de l'électronique de très très bonne qualité. Vous avez quand même un support de l'USB 32 bits 384 kHz. Alors là c'est pareil, c'est une chose qui est extrêmement importante, l'échantillonnage et l'encodage d'un signal sonore. Je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Vous avez un signal analogique qui peut ressembler par exemple à ça, c'est un signal continu dans le temps. Donc vous avez ici la barre de temps et puis vous avez votre onde sonore en fait, qui est visible de manière analogique, donc continue dans le temps. Le problème c'est que ça se stocke pas efficacement dans une machine, dans un ordinateur. Donc il faut faire des approximations, et c'est ça qu'on parle par échantillonnage. Donc ici vous avez un exemple d'échantillonnage. Donc vous avez ici votre courbe signal sonore qui est continue dans le temps, et on fait ici des points de mesure périodiquement, donc à une fréquence donnée, on prend des points de mesure, et évidemment plus ces points de mesure sont espacés, moins vous allez être proche de l'onde sonore originelle, donc celle que vous vouliez encoder en format numérique. C'est pour ça que l'échantillonnage est super important quand vous avez des amplis comme celui-là qui est capable de supporter 384 kHz de fréquence d'échantillonnage. Ça explique le nombre d'échantillons à la seconde que vous êtes capable de prendre du signal de l'onde sonore. Et donc si vous avez une onde qui varie énormément dans le temps, eh bien vous avez un signal numérique qui est très proche du signal analogique d'origine. Et puis
Une fois que vous avez échantillonné votre signal sonore, il va falloir le stocker et donc déterminer les valeurs de vos échantillons. Ces valeurs, elles sont codées sous forme de bits, et c'est pour ça qu'on parle de signal en 24 bits 192 kHz, par exemple. 192 kHz, c'est l'échantillonnage que vous avez fait, et cet échantillonnage de 192 kHz, vous le stockez par exemple dans du 24 bits. Et plus vous avez de capacité pour stocker les nuances sonores en termes de nombre de bits, plus la musique elle-même va être proche du signal d'origine. Et c'est pour ça qu'avoir 384 kHz 32 bits, ça montre que cet ampli est capable de reproduire des fichiers de très très haute qualité, en tout cas si votre machine est capable de le lire, puisque effectivement, comme vous êtes branché en USB, il faut aussi avoir une machine qui permet de le faire. Sous Windows 10, c'est tout à fait possible de le faire. Et donc ici, rapidement, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi c'est super important. Alors, du 32 bits, 384 kHz, c'est ce qui permet aussi d'apposer quelque part le logo Hi-Rez et tout ça, c'est pas essentiel. Un ampli comme celui-là, qui est déjà en 24 bits, 96 kHz, ça suffit, je pense, amplement, c'est déjà de l'hi-fi, ça permet déjà des sons de très très bonne qualité. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu et vous vous dites non, moi il me faut le mieux, même ça c'est pas suffisant, faites des tests, j'ai été très très surpris, faites des tests AB. Il y a par exemple Foobar permet l'application Foobar permet de faire des tests AB. Voilà, donc ça c'est mon application Foobar, et dans la liste des plugins que vous pouvez installer, etc., des composants Foobar, vous avez un plugin qui a un test AB. En fait, ce qui se passe, c'est que vous lui donnez deux fichiers sonores, un FLAC par exemple très très bien encodé et un MP3 moins bien encodé. Il vous propose, donc il vous fait un test en aveugle, il vous fait par exemple une trentaine de tests. En A, il vous met une piste sonore, en B, il vous met une autre piste sonore, et il vous demande est-ce que c'est A ou B qui correspond à la piste sonore de référence qu'il a choisi. Et à chaque fois, vous devez dire A, c'est la piste sonore de référence, ou B, c'est la piste sonore de référence. À la fin, il vous fait des stats, et il vous explique, enfin, il vous indique si vous avez réussi à trouver qui et quoi. Et à partir d'un certain niveau, moi je lâche très rapidement à partir du FLAC, je n'arrive plus à distinguer de différence entre du 96 kHz par exemple et du 192 kHz. Et donc ça vous met face aux réalités que, oui bien sûr des amplis comme ça sont super intéressants, 32 bits, 384 kHz c'est génial, mais c'est pas dit que vous entendiez la différence, et dans la majorité des cas en tout cas vous serez pas suffisamment attentif pour percevoir la différence. Donc c'est pas un critère d'achat, ce Hi-Rez entre guillemets, c'est pas un critère d'achat, ce 32 bits 384 kHz. Alors quel est le critère d'achat? Pourquoi je vous conseille le SA300 plutôt que le AD18 si c'est seulement la qualité sonore qui vous intéresse? Eh bien c'est une écoute tout à fait subjective. Quand je suis assis ici devant mon ampli, devant mes enceintes, et que j'écoute, ce que je note tout de suite, et ça a été instantané avec cet ampli là, et je pense que c'est lié à son taux de distorsion qui est extrêmement faible, son efficacité qui est extrêmement élevée, son électronique dedans, puisque je le rappelle, hein, ce sont des puces Infineon. Voilà, donc vous avez les nouvelles puces allemandes, en fait, les Infineon MA12 070, qui sont des puces ultra basse consommation, hyper efficaces en termes de gestion de l'amplification, très haute qualité, très efficace et surtout avec une distorsion extrêmement faible. Et quand vous êtes assis ici à ma place et que vous écoutez une scène sonore, donc vous êtes bien calé, vous écoutez de la musique en stéréo, la différence avec l'AD18 reste flagrante. Vous avez un son qui est cristallin, qui est très pur, qui est très neutre, une scène sonore stéréo qui est extraordinaire et surtout qui est parfaitement présente sur la scène frontale ici. Donc vous n'avez pas un effet stéréo où vous entendez des sons à droite, des sons à gauche. Vous avez certes la stéréo, puisque ça reste des enceintes stéréo, je veux dire, mais vous avez vraiment toute la partie frontale ici qui est présente, avec un son très détaillé, et je sais pas comment le décrire, mais vous n'avez pas une stéréo très positionnée, vous avez vraiment l'ensemble de la scène frontale ici, que vous pouvez entendre clairement, et vous avez surtout des sons qui ressortent sur certaines pistes audio que vous avez l'habitude d'écouter, que vous n'avez jamais entendu. J'ai écouté, alors malheureusement je vous les mettrai pas, de toute façon ça servirait à rien puisque vous pourriez pas vous faire d'avis dessus. J'ai écouté par exemple l'album de Scorpion en FLAC, Still Loving You, qui est je pense une des chansons qui me permet de me faire un bon avis sur ce type d'enceinte et ce type d'ampli. Et c'est une claque. Par rapport à la D18, on sent vraiment on est un cran en dessus. Et je pense c'est difficile d'avoir mieux que ce petit SA300, surtout à ce prix-là. Si vous le couplez à de très bonnes enceintes, comme je pense sont les Klipsch que j'ai ici, vous allez avoir vraiment un son qui est très prenant, qui est très très bien géré, qui est très neutre,
donc il n'a pas d'effet pervers de vous modifier un petit peu la nature du son que vous écoutez. Vraiment un très bon ampli, et surtout pour le prix qui est demandé, 120-130 euros. Bon, ça reste un budget pour certaines personnes, mais c'est vraiment ultra accessible pour ce type de qualité sonore. Je peux que vous inciter à écouter ce type d'installation, parce que franchement vous allez faire... voilà, ça va vraiment être un plaisir inégalé en termes d'écoute sonore. Alors malheureusement, l'effet pervers que ça a eu, c'est que je regrette maintenant d'avoir des RP150M. Les RP160 avec des haut-parleurs de 16 cm auraient été plus adaptés pour ce type d'ampli, pour qui c'est absolument pas un problème d'emmener des enceintes plus grosses, parce que du coup je les trouve un petit peu trop restreintes pour la capacité de ce type d'ampli là. Ça reste de très très bonnes enceintes, hein, c'est pas le problème, c'est juste voilà, j'aurais aimé aller un petit peu plus loin. Alors malheureusement c'est des enceintes qui sont beaucoup plus chères et aussi beaucoup plus grosses, mais qui auraient été aussi intéressantes à avoir pour moi. Un dernier point négatif que je peux partager avec vous et qui est mis en avant, c'est ici le low power standby que j'ai mesuré à la prise et que je n'ai pas vu. Je sais pas si c'est mensonger, puisque c'était déjà le cas avec la D18, où j'avais fait des tests de mesure et en fait il consomme énormément en veille. C'est le cas aussi du SA300, alors que normalement c'est quand même un produit qui est pas censé consommer beaucoup en veille. C'est pas le cas. Moi j'ai ça de toute façon qui est branché sur le multiprise, tout mon PC est branché sur le multiprise, donc quand je suis pas là je coupe tout. Donc c'est pas trop un souci l'économie d'énergie en veille, puisque de toute façon je coupe tout. Mais c'est pas vraiment à la hauteur de ce qui est écrit sur le site et sur les différentes documentations du SA300, et je trouve ça dommage que ce soit mensonger. Alors quel est l'usage que je vous conseille de faire de cet ampli là? Je vous ai dit que le AD18 c'est l'outil idéal pour mettre dans un séjour, avec une télé et compagnie. Le SA300 aussi, malheureusement, il y a deux manières de le connecter. Soit vous le branchez en USB sur une télé compatible. Toutes les télés n'ont pas la capacité de se brancher comme ça en USB. C'est à vous de tester, je vais pas faire une liste des télé compatibles ou tout ça, parce que de toute façon je l'ai pas cette liste là. Donc vous essayez, vous le branchez en USB, peut-être qu'il sera reconnu si vous avez de la chance. Je sais pas, par contre le souci c'est que je sais pas comment il va être reconnu. C'est-à-dire si ça se trouve vous allez le brancher en USB, et ça va être le même problème que sous Windows 10, en fait il va être reconnu en 16 bits, peut-être 16 bits 48 kHz, donc vous exploiterez pas la qualité sonore de cet ampli, c'est dommage. Donc moi ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous voulez cet ampli là, et je pense que ça a du sens en termes de qualité, il va falloir avoir un DAC. Le DAC c'est un produit qui permet de transformer du signal numérique en signal analogique. Donc SMSL en vend, mais d'autres marques en vendent. Ça commence à partir de 30 €, un DAC optique vers analogique. Donc vous avez un câble optique de la télé vers le DAC, et ensuite vous sortez en analogique, et vous branchez directement sur les entrées analogiques du SA300. Malheureusement il a qu'une entrée analogique, et donc vous utiliserez la seule entrée analogique disponible pour cet ampli, mais ça marchera très bien et vous aurez un son de très très bonne qualité si vous voulez vraiment brancher à une télé. Pour moi l'utilisation principale de cet ampli c'est brancher un ordinateur, c'est l'utilisation que j'en fais. C'est pour ça que ça me dérange pas de pas avoir de casque, ça me dérange pas de le brancher en USB et tout ça. C'est pour moi l'utilisation principale, en USB ou en Bluetooth connecté à un ordinateur portable ou fixe, ou alors à une tablette en Bluetooth ou un téléphone en Bluetooth, ça marche très très bien et je pense que c'est l'utilisation qu'il faut en faire. Voilà ce que je pouvais dire de cet ampli SMSL SA300. Merci beaucoup à la personne qui a publié un commentaire sur ma vidéo de la D18 pour me demander ce que je pensais du SA300. En me sollicitant comme ça, des fois vous m'obligez à me poser des questions, à me renseigner, voire des fois à contacter des marques pour leur poser des questions. J'avais contacté SMSL au moment où j'ai acheté mon AD18 qui n'était pas intéressé pour m'en envoyer un pour que je puisse tester, que ce soit m'en envoyer un ou me le prêter. Je les ai contactés pour le SA300, je leur ai dit j'ai un AD18, vous sortez le SA300, il était à peine présenté en fait sur le site SMSL, il était tout nouveau. Je leur ai dit moi j'aimerais bien pouvoir le comparer avec mon AD18 et ils me l'ont envoyé. En plus je le garde, et en plus c'est un produit qui est extraordinaire en termes de qualité sonore. Donc voilà, à vous de vous faire un avis. Moi je vous ai dit ce que j'en pense, c'est un produit qui est extraordinaire je trouve. Il a beaucoup de lacunes, il est je pense mal positionné par rapport à la D18, mais en termes de qualité sonore c'est une claque par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché, et surtout au prix auquel il est vendu, c'est vraiment un produit qui est extraordinaire. Voilà, maintenant je vous souhaite de vous faire un avis là-dessus. Vous ne le trouverez dans aucune boutique physique je pense, donc ça va être compliqué pour pouvoir l'essayer en termes de rendu sonore, il faudra probablement le commander. Pour l'acheter vous avez soit mes liens affiliés qui seront dans la description, lien affilié Amazon, c'est je pense le plus facile pour l'acheter,
parce que bah du coup vous avez la facilité d'achat Amazon, et si vous avez moins de produits avec votre ampli SMSL, puisque ça reste un ampli chinois, je le répète, je le reprécise, si jamais il y a un souci et que vous l'achetez sur AliExpress ou des sites de ce type-là, vous risquez d'avoir des soucis pour faire jouer le SAV, et j'ai entendu une personne dans un commentaire de mon AD18 qui me disait que son ampli était tombé en panne, donc c'est plus facile de passer par Amazon. L'autre possibilité, celle que je peux vous conseiller, c'est Audiophonics. Audiophonics, donc qui m'avait aidé en m'envoyant par exemple le Rasp Touch pour faire des tests en termes de sortie son et compagnie, donc couplé à un Raspberry Pi, avec un DAC de qualité et tout embarqué dedans. Donc Audiophonics, qui sont des spécialistes dans le domaine, donc vous pouvez aller voir chez eux, ils ont l'ampli qui est listé dans leur catalogue, et pour vous conseiller si vous avez des questions à ce sujet-là. Voilà mon test du SA300. Une merveille en termes de qualité d'écoute audiophile. L'autocollant iRes est à mon sens injustifié. Par contre, je pense vraiment que cet ampli peut mériter des certifications prestigieuses comme THX et autres. Et en tout cas, moi, depuis que je l'ai, c'est une merveille en termes d'écoute. Voilà, bah merci d'avoir regardé ce test. Vous verrez de toute façon cet ampli trôner sur mon bureau pendant, je pense, pas mal de temps, puisque pour le remplacer, il va falloir vraiment que je trouve mieux. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!